700 000. C'est le nombre de suicides dans le monde chaque année selon l'OMS, soit un décès toutes les 40 secondes, une tentative estimée toutes les 2 secondes. Et cela concerne toutes les tranches d'âge, mais particulièrement les jeunes de 15 à 29 ans. En 2024, c'était la 3e cause de mortalité. Cela touchait principalement les hommes avec 3 fois plus de victimes que les femmes et avec 2 fois moins de tentatives. Le suicide est un acte grave qui affecte toutes les catégories de population. Il est souvent le reflet d'un profond mal-être, accompagné du sentiment d'impuissance dans le déroulement de sa vie. Il s'agit souvent d'un enchaînement de facteurs psychologiques, sociaux, biologiques et parfois même spirituels. Le suicide est un acte volontaire pour mettre fin à sa vie. Et ce n'est malheureusement pas un simple acte isolé, mais plutôt un phénomène sociétal profond qui se multiplie. Même si ces personnes pensent que cela va résoudre tous leurs problèmes, elles se trompent vraiment. Et je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout et vous comprendrez exactement pourquoi cela ne sert vraiment à rien et comment éviter cette volonté de mettre fin à sa vie. Dans un monde où la violence est de plus en plus présente dans notre environnement, le nombre de suicides ne cesse d'augmenter. Malheureusement, de nombreux événements extérieurs impactent la vie de certaines personnes qui les supportent difficilement. Ce mal-être est souvent lié à leur sensibilité personnelle, à leur caractère, mais aussi à un possible manque de préparation ou d'éducation reçue durant leur enfance de la part de leurs parents. La dépression est l'une des premières causes de suicide. Elle provoque une douleur intérieure, profonde, avec une perte du goût à la vie et un sentiment d'échec ou de vide. Elle peut être accompagnée du trouble de l'anxiété ou d'une crise existentielle, voire même du sentiment d'être dans une impasse. Ou encore, pour d'autres, la peur de l'avenir pouvant générer en eux une angoisse persistante. Pour une partie de la population, il existe également certains phénomènes correspondant à des troubles de la personnalité, comme le trouble borderline, qui se caractérise par une instabilité émotionnelle constante, une hypersensibilité dans les relations interpersonnelles, une image de soi fluctuante, des sauts d'humeur extrêmes, de l'impulsivité, ainsi qu'un sentiment de culpabilité et de l'impression d'être un fardeau pour les autres. Autant de facteurs qui augmentent naturellement le risque du passage à l'acte. Les causes sociales et relationnelles font également partie du décor. On enregistre l'isolement par la solitude affective ou sociale, le rejet ou l'abandon, les conflits familiaux ou conjugaux, par les ruptures, les violences, les divorces et la perte d'un proche, le harcèlement scolaire, professionnel, ou les violences psychologiques, ou la mise à l'écart, la précarité par le chômage, la pauvreté, les dettes ou la perte du statut social, ou encore un traumatisme passé par un abus sexuel, des violences physiques ou psychologiques, et même un deuil mal résolu. Des causes, il y en a beaucoup, mais tout dépend de votre faculté à gérer ces difficultés. Il y a aussi les causes biologiques, comme des facteurs génétiques qui impactent certaines personnes présentant une prédisposition familiale à la dépression ou à l'impulsivité. D'autres causes peuvent provenir de maladies graves, voire chroniques,
en raison de la persistance ou de l'accumulation de douleurs physiques relatives à un handicap, un cancer par exemple, ou une maladie neurodégénérative. Dans un monde qui valorise la performance, l'image et la réussite, ceux qui vacillent se retrouvent isolés, incompris, parfois même invisibles. C'est dans cet écart entre ce que l'on vit intérieurement et ce que l'on ose montrer que la souffrance apparaît. Face à cette douleur, le suicide apparaît parfois comme une issue, non par choix, mais par épuisement. Ce n'est pas la vie que l'on veut fuir, mais la souffrance qu'elle contient. Lorsqu'une personne ne voit plus d'issue, que les appels à l'aide ont été ignorés ou incompris, l'idée de disparaître devient alors un refuge, une manière de mettre fin à une souffrance que l'environnement semble incapable d'apaiser. Le suicide est souvent le cri ultime d'un être qui, à force de se battre seul, arrive à s'effondrer. Parfois, dans la vie, il arrive que des hommes et des femmes soient victimes d'un drame ou d'une tragédie personnelle, une épreuve extrêmement difficile à supporter, à gérer. Quand cela arrive, nous nous sentons alors submergés par l'émotion. Selon le caractère et la sensibilité de chacun, le même drame peut ne pas avoir les mêmes conséquences. Pour certains, les conséquences peuvent être terribles. Et suivant la difficulté ressentie, certains se renfermeront sur eux-mêmes, sans jamais oublier. Alors que pour d'autres, consciemment ou inconsciemment, ils préféreront oublier. Mais ce traumatisme sera quand même présent dans leur subconscient. Leur comportement peut également soudainement changer. Ils entreront alors dans une colère interne qui globalement pourrait durer toute une vie. Une colère interne, mais également externe, contre les autres, modifiant ainsi en surface une partie de leur caractère, alors qu'initialement, ils étaient généralement joyeux, toujours de bonne humeur et empathiques. Cela pourrait être un parent qui a laissé son enfant partir avec des amis et celui-ci a été victime d'un bête accident lui enlevant la vie. Rongé par le remords et la tristesse, la personne mettrait alors fin à ses jours. D'une mère ou d'un père qui regrette un acte qui remet en question le lien fragile avec un enfant ou l'amour de sa vie. Un agriculteur qui croule sous les dettes de son exploitation. Ou d'une personne violée qui n'oubliera jamais ce qu'elle a subi et qui ressassera toujours et encore cette malheureuse tragédie, sacrifiant des années de sa propre vie. Il ne faut pas oublier qu'il n'existe pas d'être humain qui n'a pas vécu au moins une épreuve difficile dans sa vie. La vie, c'est s'organiser, apprendre et comprendre dans un environnement plus ou moins hostile. Nous ne nous en rendons pas forcément compte, mais la violence que l'on voit à la télé arrive parfois dans nos foyers. Une personne violée par une ou plusieurs autres personnes va non seulement vivre un drame physique, mais également un traumatisme incompréhensible. Dans cette épreuve, le pire n'est pas toujours derrière nous. Il est pour beaucoup devant. Devant, car encore pendant des années, ce drame sera présent dans leur esprit et cela leur gâchera la vie. Quel que soit l'horrible drame que la personne a subi, pourquoi faudrait-il encore qu'elle s'inflige une torture durant des années et devenir son propre bourreau, pire que l'acte qu'elle a subi? Un acte qui pourrait avoir duré quelques minutes. Et pourtant, inconsciemment, la victime sera
en capacité de détruire sa propre vie durant toutes les années qui suivront, pour en arriver à la conclusion, quelquefois, que seul le suicide sera efficace pour oublier le mal-être qu'elle porte en elle. Pardonner est alors peut-être une solution. Je ne vous demande pas de pardonner naïvement, non, mais d'apprendre à pardonner au moins en partie pour votre sérénité à vous. Mais pas n'importe comment. Si l'auteur de l'acte a été incarcéré et purge une peine, comprenez que la justice des hommes, malgré toutes les critiques que l'on peut lui faire, a accompli son rôle. Et si pour vous cela ne vous semble pas suffisant, rappelez-vous qu'après la mort, il existe aussi une justice divine. Si vous êtes un croyant, vous me comprenez. Pendant son incarcération, vous pourriez alors rendre visite à cette personne, tout en gardant la tête haute, sans vous soumettre, car vous n'avez rien à vous reprocher. Vous pourriez alors regarder cette personne droit dans les yeux et confronter vos âmes, prendre le temps de comprendre sa personnalité, d'arriver à être psychologiquement plus forte que lui, de comprendre son manque de discernement au moment de l'acte. Et arriver peut-être à lui pardonner. Car c'est lui qui doit faire pitié, pas vous. Vous pourriez alors être surprise de sa réaction et avoir en face de vous une personne qui implore votre pardon. Ou l'inverse, si la personne elle est dégénérée. À travers ce pardon, vous tournez la page pour des jours meilleurs. Pour vous, en priorité, et pour toutes les années à venir. Mais quelquefois, il arrive aussi que les ravisseurs ne soient pas encore attrapés. Ils courent toujours. Mais ce n'est qu'une question de temps. Il faudra alors prendre sur vous. Prendre sur vous sans en faire une obsession. N'oubliez pas que la priorité, c'est vous et non pas lui ou eux. La priorité, c'est votre vie, votre avenir, votre devenir et tout ce que vous accomplirez. Vous le savez, personne n'est parfait. Qui que nous soyons, tout le monde porte l'imperfection en soi. C'est le propre de l'humain. Nous sommes ici pour vivre des épreuves et apprendre de nos erreurs et des erreurs des autres. Sans excuser les personnes malveillantes pour plein de raisons différentes, eux aussi sont ou ont été potentiellement victimes d'un déséquilibre ou d'une violence dans leur passé. Manque d'éducation, mauvaise fréquentation, violence dans le foyer, etc. Cela n'excusera rien. Mais s'ils ont été élevés dans un environnement néfaste au bon équilibre d'un enfant, il n'est pas improbable qu'ils génèrent plus tard, en tant qu'adultes, des actes de malveillance sur d'autres personnes. Si vous êtes une victime, peut-être que la seule solution que vous ayez serait alors d'apprendre à pardonner. Si l'auteur n'a pas encore été retrouvé, surtout n'entrez jamais dans la spirale de la haine et de la victimisation, car vous ne réussirez jamais à vous épanouir totalement dans votre vie. Même si vous pensez être rassuré de voir votre bourreau en prison pendant une trentaine d'années, cela ne vous permettra pas forcément de vous épanouir. Tout dépend véritablement de vous et de votre capacité à raisonner. Nous n'avons qu'une vie sur Terre, et pendant cette période, vous devez tout mettre en œuvre pour la réussir correctement. Comprendre vos forces, vos faiblesses, vos besoins et vos limites. Être aligné avec vos valeurs profondes. Réaliser un rêve, un objectif ou une mission. Se sentir utile ou contribuer à quelque chose de plus grand que soi. La famille, la société ou la spiritualité, entre autres.
Construire des relations sincères et durables dans l'amitié, le couple, la famille. Être capable de donner et de recevoir de l'affection, du soutien, du respect. Développer l'empathie et le pardon. Utiliser ses compétences dans un métier, une vocation ou un art. Se sentir utile, progresser et être reconnu pour ce que vous faites. Oser créer, entreprendre, construire quelque chose, apprendre à gérer ses émotions, son stress, son mental. Cultiver la paix intérieure, la gratitude, le pardon, développer la spiritualité ou une philosophie de vie, éduquer, transmettre, protéger, inspirer à travers vos enfants, votre métier ou vos engagements. Être une influence positive, même modeste, dans la vie des autres. Construire une vie qui a du sens, même après soi. Et le tout dans la bienveillance. Si vous êtes en capacité de pardonner, vous arriverez à vous libérer des chaînes que vous vous êtes personnellement infligées. Ressasser des dizaines et des dizaines d'années une ignominie qui a duré peut-être quelques minutes, quelques heures, voire quelques mois pour d'autres personnes, n'est pas raisonnable pour votre avenir. Je comprends que selon le drame vécu, nous n'ayons pas toujours la volonté ou la possibilité de pardonner. Mais il ne faut pas que cela se répète encore et encore en revivant indéfiniment cette malheureuse période survenue il y a 10, 20, 30, 40 ou même 50 années en arrière. Car en réalité, plutôt que de digérer cette épreuve et d'avancer dans la vie, vous vous infligez à vous-même la perte de toutes ces années dont vous serez la seule responsable. Ne pas pardonner, c'est véritablement se faire du mal. Je viens de vous développer un cas de cause de suicide parmi tant d'autres. Malheureusement, les cas de cause sont nombreux, profonds, complexes et propres à chacun. Chaque parcours est unique, mais tous partagent un point commun, une souffrance qui n'a pas été entendue ou soulagée à temps. Si l'on cherche vraiment à comprendre, on s'aperçoit qu'il existe aussi une autre forme de suicide, plus silencieuse, quand on s'abandonne sans mourir. C'est le suicide intérieur. Le mot suicide évoque immédiatement une réalité brutale, celle d'un être humain qui volontairement met fin à sa propre vie physique. Pourtant, il existe d'autres formes de suicide, bien plus silencieuses, progressives et invisibles, des formes qui ne laissent pas de traces évidentes, mais qui détruisent lentement de l'intérieur. C'est ce qu'on pourrait appeler le suicide psychologique ou le suicide intérieur. Certaines personnes, sans jamais franchir le pas du geste fatal, cessent pourtant peu à peu de vivre. Elles renoncent à elles-mêmes. Cela commence parfois par de petits abandons. Ne plus prendre soin de soi, s'isoler, laisser tomber ses rêves, taire ses émotions. Puis, cela devient plus profond. La personne se dévalorise, entretient un dialogue intérieur cruel, sabote toute forme de réussite ou de joie. Elle se persuade qu'elle ne mérite pas mieux. Elle répète inconsciemment des schémas de souffrance, reste dans des relations toxiques où s'imposent des conditions de vie insupportables. Elle se punit, souvent sans même le savoir. Dans ces cas-là, ce n'est pas le corps qui meurt, mais l'âme qui s'éteint peu à peu. L'étincelle disparaît. Le sourire devient mécanique.
le regard vide. On ne vit plus vraiment, on survit. C'est une forme d'autodestruction émotionnelle. Cela peut aller jusqu'à la somatisation. Le corps commence à parler à la place de l'esprit, exprimant douleur et maladie qu'aucune cause physique ne peut vraiment expliquer. Ce processus n'est pas toujours conscient. Il peut être le fruit d'un passé difficile, d'un conditionnement familial ou social, ou d'un traumatisme ancien jamais guéri. Et dans une société qui valorise la performance et l'image, il est difficile de masquer cette souffrance intérieure. Le suicide intérieur se cache derrière les apparences. Une personne peut sourire, travailler, échanger, tout en s'éteignant chaque jour un peu plus à l'intérieur. Dans ce même registre de lutte intérieure, la consommation de drogue devient pour beaucoup une stratégie de survie. Elle peut offrir un soulagement temporaire, une sensation d'apaisement ou d'oubli. Derrière chaque addiction, il y a une histoire, des blessures, des traumatismes, des manques affectifs, des angoisses profondes. La drogue agit comme une béquille. Elle soutient un instant, mais elle finit par affaiblir davantage. Loin d'être un caprice ou une simple déviance, la consommation de substances est souvent le symptôme visible d'un trouble invisible. La société actuelle, bien que technologiquement avancée, peine à répondre aux besoins fondamentaux d'écoute, d'appartenance et de reconnaissance émotionnelle. La solitude, même en pleine foule, est devenue une réalité pour beaucoup. Le rythme effréné du quotidien laisse peu de place à la pause, à l'introspection et à la parole authentique. Dans ce contexte, ceux qui souffrent peuvent se sentir de trop, inutiles ou étrangers au monde qui les entoure. Il devient donc essentiel de ne pas juger trop vite les personnes affaiblies, mais de comprendre ce qui les a fait trébucher. Chaque acte de désespoir, qu'il s'agisse de suicide ou de consommation de drogue, est un signal d'alarme, un appel à la bienveillance, à la compréhension, à l'humanité. La détresse humaine n'est pas une fatalité. C'est un appel à recréer du lien, à réhabiliter l'écoute, à replacer l'humain au cœur de nos priorités. Il serait temps de reconnaître cette réalité. Tout le monde ne crie pas sa détresse. Certains la vivent en silence et personne ne la voit. Pourtant, ils sont nombreux. Il faut simplement apprendre à décoder ces signes. Une fatigue chronique inexpliquée, une perte de sens, des choix destructeurs répétés, un repli durable. Il ne s'agit pas d'un caprice ou d'un manque de volonté. Il s'agit d'un appel au secours, d'un besoin d'être entendu, reconnu, soutenu. Pour toutes les personnes fragilisées et fatiguées par les épreuves, il existe heureusement un chemin pour sortir de ce cercle. Cela commence souvent par une prise de conscience. Admettre que l'on va mal, que l'on s'est oublié. Ensuite, il faut apprendre à se réaffirmer dans ses choix, à reconstruire petit à petit une estime de soi, à se reconnecter à ses désirs profonds pour redonner un sens à sa vie.
Cela peut demander une aide extérieure, un thérapeute, un groupe de parole, un ami bienveillant et surtout du temps et de la patience. On ne se réanime pas en un jour, mais chaque geste compte. Par exemple, se préparer un bon repas, sortir marcher, dire non à une situation qui nous écrase, reprendre un carnet pour écrire, ou s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ces petites actions simples et répétées contribueront à l'amélioration de votre état. En fin de compte, le plus grand acte de courage n'est pas de tenir bon, c'est de recommencer à vivre, là où l'on avait commencé à se laisser mourir. Non pas pour les autres, mais pour soi. Alors, comment aider une personne qui ne va pas bien, pouvant avoir des idées suicidaires? Déjà, nous pourrions apprendre à parler de cette réalité dans les établissements scolaires, afin de sensibiliser les mineurs en premier. Générer des espaces de parole et effectuer des campagnes d'information parallèles sur les signes de détresse. Aider une personne en souffrance psychologique, surtout lorsqu'elle évoque des idées suicidaires, demande de la présence, de la délicatesse et beaucoup de vigilance. Il est parfois difficile de savoir comment réagir lorsqu'un proche, un ami, un collègue ou même son propre enfant semble sombrer dans un mal-être profond au point d'exprimer des idées suicidaires. Pourtant, dans ces moments de fragilité, une écoute bienveillante, une présence attentive et quelques bons réflexes peuvent réellement faire la différence. Identifier les signes permet d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Il est alors nécessaire de repérer les signes comportementaux sur la personne, comme par exemple l'isolement soudain, le retrait social, l'abandon des activités habituelles, ou la mise en ordre de ses affaires et du don d'objets personnels. Les personnes peuvent également exprimer des propos relatifs à la mort ou des signes émotionnels nous permettant quelquefois d'identifier une tristesse persistante, une anxiété intense, un sentiment d'échec ou de culpabilité exagérée. Comprendre la souffrance est essentiel. Une personne qui évoque l'idée de mourir ne cherche pas nécessairement à attirer l'attention. Elle cherche avant tout à fuir une douleur intense, souvent indicible. Ce n'est pas tant la mort qu'elle désire, mais la fin du mal-être insupportable. Il ne faut donc jamais ignorer un tel signal ni le minimiser. Même si cela vous dépasse, même si l'on se sent impuissant, il est important d'écouter, de rester calme et de permettre à la personne de s'exprimer sans jugement. Parler de suicide n'encourage pas quelqu'un à passer à l'acte. Au contraire, poser des questions avec tact peut permettre à la personne de se sentir entendue et soutenue. Des phrases simples comme « Tu ressens ce mal-être depuis combien de temps ?» ou « Est-ce que tu as déjà pensé à te faire du mal ?» peuvent ouvrir un dialogue salvateur. Le silence ou le déni, à l'inverse, renforce l'isolement et l'impression de ne pas exister.
Quand on est confronté à ce type de situation, il est tout à fait naturel de vouloir orienter la personne vers un professionnel. Mais aujourd'hui, de nombreux services psychiatriques ou cabinets de psychologues sont débordés, parfois inaccessibles. Cela ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. À défaut, il existe des lignes d'écoute disponibles jour et nuit, comme le 3114, le numéro national de la prévention contre le suicide, SOS Amitié ou Fil Santé Jeune. Ces plateformes permettent à chacun gratuitement d'être écouté et orienté sans jugement. Il ne faut pas hésiter non plus à accompagner physiquement la personne vers une aide, un centre médico-psychologique, un médecin traitant ou même les urgences si la situation est critique. La démarche est parfois difficile à faire seule. Et être là, simplement, peut représenter un immense soutien. Quand on est parent et que cela concerne notre enfant, il est essentiel de se faire accompagner par un professionnel. Car on ne peut pas porter la détresse des autres sans se protéger soi-même. Parler à un professionnel, échanger avec d'autres familles ou s'informer peut permettre de trouver les bons mots et de rester solide. Enfin, il faut se rappeler qu'on ne sauve pas une vie en une seule action. Ce qui aide vraiment, c'est une chaîne de petites attentions, écouter, accompagner, rassurer, informer et surtout ne pas laisser la personne seule dans sa douleur. Des phrases comme « tu comptes pour moi »,« on va chercher des solutions ensemble » ou « tu n'es pas seul » peuvent parfois suffire à allumer une étincelle d'espoir. Le suicide donne l'illusion d'un soulagement. Mais non, si la personne a des pensées suicidaires, l'une des premières choses qu'elle doit faire est d'exprimer ses émotions, même les plus sombres. Je ne le répéterai jamais assez, mais l'un des premiers bons réflexes est d'aller chercher de l'aide auprès d'amis, de la famille, contacter un psychologue ou téléphoner à l'une des plateformes spécialisées. Aussi, la personne doit reconnecter son corps par des actions simples, par le sport, la nature, l'alimentation avec la préparation de bons petits plats cuisinés, et bien sûr qu'elle comprenne que la souffrance disparaîtra tôt ou tard, naturellement. Cependant, tout le monde n'a pas le réflexe de demander de l'aide. Car il n'est pas toujours facile de le faire en période de souffrance, lorsque les épreuves s'accumulent et deviennent trop lourdes à porter, donnant l'impression que cela ne s'arrêtera jamais. Les personnes en difficulté se focalisent sur leurs problématiques sans pouvoir les résoudre. Et la souffrance grandit encore et encore. Elles n'arrivent pas à s'en sortir. Cela est tellement pénible que cela tourne en boucle dans leur esprit. Puis un jour, l'idée de suicide est mise sur la table. L'idée est là, à portée de main. Il suffit de pas grand-chose pour ne plus souffrir et se sentir soulagé. Pour éviter cette torture psychologique et en arriver à se supprimer, croyant sortir de son problème, la personne n'a pas conscience des conséquences de son acte sur son existence. Elle pense améliorer sa situation sans rechercher à réellement la résoudre.
avant de céder à cette pensée ultime, il est essentiel de comprendre ce qui se joue en vous, au plus profond de votre être. Et maintenant, écoutez attentivement ce qui va suivre. Ce que vous ressentez, cette souffrance en vous, est réelle et intense, mais il existe une autre lecture de cette douleur. Le suicide a toujours représenté une profonde détresse humaine. C'est une expression de désespoir que certaines personnes vivent lorsqu'elles se sentent totalement dépassées, incapables de trouver une issue à leurs difficultés. Dans cet état de confusion, elles oublient que leurs souffrances ne sont pas liées à leur corps physique. Le corps est notre unique véhicule, indispensable pour exister sur Terre. Notre dimension est constituée de matière et pour vivre ici, nous avons besoin de ce véhicule. Le détruire ne résout rien. Au contraire, cela aggrave considérablement la situation. Souvent, les personnes suicidaires ont la croyance erronée qu'après la mort, il n'y a plus rien, que tout s'éteint, que la vie s'arrête, qu'il n'y a plus rien à craindre, que tout est terminé, les douleurs, les pensées, les épreuves. Ou bien, elles ne se posent même pas la question. Pourtant, une fois l'acte accompli, un réveil brutal survient, car la personne se rend compte qu'elle existe toujours. Elle garde la perception d'elle-même et du véhicule qu'elle vient de détruire. Elle comprend alors qu'elle n'est pas autorisée à quitter cette vie de cette manière. Beaucoup pensaient fuir leurs problèmes. En réalité, ils se retrouvent avec un problème bien plus lourd à porter. Ils existent toujours, mais n'ont plus le véhicule indispensable pour accomplir leur mission de vie sur Terre. En mettant fin à leur vie, ils ne suppriment pas la cause du mal-être. Ils ne font que repousser l'inévitable. Tant que la racine du problème n'est pas identifiée et dépassée, celle-ci se manifestera encore et encore à travers d'autres expériences, d'autres incarnations. La souffrance non résolue ne disparaît pas d'elle-même. Mettre fin à sa vie est donc une impasse. Détruire son corps est une pure folie. Il faut le dire clairement, on ne résout pas ces problèmes en quittant la vie physique. À un moment ou à un autre, il faudra les affronter. Si l'on fuit sans comprendre ni changer les choses, on retombe dans les mêmes schémas. La fuite ne libère pas, elle prolonge l'épreuve et réapparaîtra ailleurs. Globalement, la vie, c'est vivre une grande expérience. Et pour beaucoup, c'est vivre des problèmes, quelquefois, depuis l'enfance. Même si l'on n'a jamais rien fait de mal, même si l'on a toujours tout bien respecté, l'éducation des enfants, une relation amoureuse, la déclaration de nos impôts, une conduite automobile sérieuse, un bon rapport avec nos clients, avec en plus une bonne hygiène de vie. Quelquefois, nous faisons face à l'incohérence, voire à l'incompétence de certaines personnes qui ne nous rendent pas la vie facile. Et même quelquefois très difficile. Tous ces problèmes sont autant de difficultés à surmonter, pouvant s'ajouter à la liste. Le premier réflexe à avoir est de modifier votre état d'esprit en vous transformant en combattant,
Et la toute première chose à faire est de remplacer le mot problème par le mot expérience. Bien sûr, cela ne change en rien la situation que vous vivez. Mais juste avec ce petit détail, votre façon de surmonter les obstacles va changer. Pourquoi ? Parce que le mot problème que vous supportez depuis peut-être des semaines, des mois ou des années est lourd à porter. C'est comme un fardeau qui vous pèse sur les épaules, un boulet que vous traînez, qui vous empêche d'avancer. Cela vous tasse, vous fatigue, vous épuise et dégrade votre mental. Cela ne vous donne plus le goût de vivre. Et c'est en remplaçant le mot problème par le mot expérience que soudainement tout change. Votre perception devient différente. Rien n'a changé autour de vous. Votre situation n'a pas évolué. Vous vivez toujours la même épreuve. Mais en réalité, vous ne la considérez plus comme un problème, mais comme une expérience. Et cela change tout. Une expérience est une épreuve qui vous grandit, qui vous permet d'avancer, qui vous donne du courage, de l'espoir. Vivre une expérience n'est pas la même chose que de vivre un problème. Pourtant, la situation que vous vivez est exactement la même. Et juste pour cela, vous allez y arriver. Étape par étape, une chose après l'autre. Vous allez réussir à combler vos difficultés en prenant le temps, sans vous précipiter, dans l'ordre. Alors, bien sûr, certaines épreuves de la vie vous donnent moins d'espoir que d'autres. Je parle bien sûr de la maladie, qui à terme peut vous priver de la vie et peut-être vous faire souffrir. C'est injuste, mais quelquefois, on ne peut rien y faire. C'est votre épreuve. Dans ces circonstances, il suffit de trouver le meilleur dans le pire et de s'en satisfaire. Sachant que la mort n'est pas la fin de la vie, mais seulement la fin d'un cycle. Pour tous les autres, cette façon de contrôler votre vie vous fera grandir. Vous êtes le seul maître de votre propre vie. Croyez-moi ou pas, personne, je dis bien personne sur cette planète vit sans jamais subir au moins une épreuve dans sa vie. Dépassez vos limites et acceptez de gérer vos épreuves. Je vous aime. À bientôt.